Les médecins ont trouvé un tube en plastique rempli de médicaments dans le corps d'un garçon de 7 ans. C'est à ce moment-là que tout s'est effondré. Une mère discrète, un homme de confiance, un secret si sombre qu'il a failli coûter la vie à un enfant. Ce n'est pas une fiction, mais une histoire de trahison, de justice et de la force d'une voix qui a failli ne jamais être entendue. Si cette histoire vous a captivé dès les premières lignes, abonnez-vous et ne manquez pas la suite. Des histoires vraies, racontées avec émotion, chaque semaine. Tout avait commencé par un petit détail. Un refus discret de manger le porridge que Claire avait préparé avec amour ce matin-là. Léo, son fils de 9 ans, avait simplement secoué la tête et repoussé son bol, les mains pâles tremblant légèrement. Claire avait remarqué qu'il baissait les yeux, évitant son regard, les épaules raides. Elle avait pensé que c'était peut-être juste une journée difficile, quelque chose qui passerait comme un nuage, mais ce nuage était resté. Chaque jour qui suivait, Léo se renfermait davantage sur lui-même. Il avait arrêté de jouer avec ses crayons de couleur, ne coloriait plus les vaisseaux spatiaux ou les tigres qu'il aimait tant. Il touchait à peine à son assiette. Les nuits étaient pires encore. Il se recroquevillait sous sa couverture, les bras serrés contre son ventre, et tremblait comme s'il était glacé de l'intérieur. Claire a tout essayé, des chansons douces, des compresses chaudes, même son ours en peluche préféré, désormais usé et effiloché par des années d'amour. Rien ne fonctionnait, et elle l'observait depuis le seuil de la porte, incapable de dormir, le cœur serré. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans son immobilité nocturne, comme s'il avait peur de respirer. Puis venaient les murmures. Léo se mettait à marmonner dans son sommeil des mots fragmentés comme « Arrête, ça fait mal ». Non, Claire serrait les draps entre ses mains en l'écoutant. Impuissant. Ah. Lorsqu'elle évoquait l'idée d'aller chez le médecin, Léo réagissait de manière soudaine et violente. Il criait, hurlait si elle s'approchait avec les clés de la voiture, se cachait derrière le canapé ou s'enfermait dans la salle de bain. Le mot « hôpital » déclenchait chez lui une panique qui la glaquait jusqu'aux os. Ce qui la perturbait le plus, ce n'était pas seulement la peur, mais le silence qui suivait. Léo, autrefois bavard et expressif, se contentait désormais de répondre par des hochements de tête ou des haussements d'épaules, ses yeux ne reflétant plus la curiosité d'autrefois. Il évitait tout contact physique, sursautait au moindre mouvement brusque et dessinait de moins en moins. Lorsqu'il dessinait, ses images étaient sombres, des fenêtres avec des barreaux de longue forme enroulés dans l'ombre, des personnes sans visage aux bras tendus. Claire l'emmena une fois dans une clinique privée voisine. Ils ne sortirent même pas de la voiture. Dès que Léo comprit où ils allaient, il se raidit, puis fondit en larmes. Il supplia, implora, puis finit par courir se réfugier dans un coin du parking, les bras serrés autour de lui. Claire ne l'avait jamais vu aussi effrayé, pas même pendant la période difficile où son ex-petit ami Andrew vivait encore avec eux. Andrew, ce nom lui revint un soir alors qu'elle pliait le linge. Le souvenir refit surface comme quelque chose qui s'était accroché dans un rêve. Andrew, grand et mince, des tatouages qui descendaient le long de ses bras, debout devant le comptoir de la cuisine, tendant quelque chose à Léo. « Juste un petit bonbon pour l'aider à dormir », avait-il dit avec un sourire en coin. Claire n'y avait pas prêté attention à l'époque. C'était une période mouvementée. Elle travaillait de longues nuits au bar, avait du mal à joindre les deux bouts, et Andrew était charmant, aidant avec Léo, du moins le croyait-elle. Aujourd'hui, ces moments résonnaient avec un poids inquiétant. Martha, la vieille voisine du dessous, l'avait un jour mise en garde. Les yeux de cet homme, avait-elle chuchoté, « Ils ne sont pas normaux. Je l'ai vu dehors avec le garçon à des heures étranges. » Claire n'avait pas écouté. Elle était trop fatiguée, trop désespérée, trop confiante. Ce soir-là, Claire se tenait devant l'évier, le regard vide, fixant la fenêtre, tandis que l'eau coulait du robinet. Derrière elle, Léo était allongé dans la chambre, recroquevillé sur le côté, immobile. La faible lumière jaune projetait de longues ombres sur le sol. Les pensées de Claire se bousculaient dans sa tête. Les questions sans réponse se succédaient. Pourquoi son fils avait-il si peur ? Pourquoi avait-il mal au ventre ? Pourquoi avait-elle vu du sang sur ses draps en les changeant et s'était-elle convaincue qu'il s'agissait d'un saignement de nez ? Soudain, un bruit déchira le silence. Un gargouillement, suivi d'un bruit sourd. Claire se précipita dans la chambre. Léo était allongé sur le sol, les genoux repliés contre sa poitrine, vomissant violemment sur le parquet. Une odeur âcre et acide emplissait la pièce. Des traînées rouges mêlées de bile pâle imprégnaient son pyjama. Sa peau avait pris une couleur bleuâtre inquiétante. Ses yeux papillonnaient, il essayait de parler, mais seul un halètement étranglé s'échappait de sa bouche.
Claire se figea pendant une demi-seconde, son esprit en ébullition. Puis l'instinct prit le dessus. Elle l'attrapa, enroula une serviette autour de son corps tremblant et courut. Elle n'avait pas le temps de réfléchir ni d'appeler une ambulance. Elle dévala les escaliers de leur immeuble, ses cris résonnant dans l'air nocturne. Les voisins allumèrent leurs lumières, un chien aboya. Quelqu'un cria par la fenêtre, mais Claire ne s'arrêta pas. Elle héla le premier taxi qu'elle vit, à peine cohérente, et cria le nom de l'hôpital le plus proche. Léo gisait sur ses genoux, à peine conscient. Sa respiration était superficielle. Claire lui tenait la tête, murmurant des mots sans sens, les mains moites de sueur et de sang. Les lumières de la ville éteignent floues à travers ses larmes. Elle se souvient avoir pensé « Et s'il ne s'en sort pas ? Et si ce qu'il a en lui est en train de le tuer lentement et que je ne l'ai pas vu ? Et si j'arrive trop tard ?» À l'hôpital général de Los Angeles, les portes des urgences s'ouvrirent brusquement lorsque le taxi s'arrêta en dérapant. Claire sortit précipitamment du véhicule en appelant à l'aide, son fils inerte dans ses bras. Cette image resterait gravée dans sa mémoire pendant des années. Le corps fragile de Léo, couvert de sang et de bile, l'air froid qui lui transperçait la peau, et les infirmières et médecins qui se précipitaient autour de son fils, le visage concentré, les mains agiles. Un nom se détache parmi les autres. Dr. Raymond Bennett, un homme grand et stoïque, avec une barbe poivre et sel et des yeux qui semblent voir à travers la douleur. Il ne pose aucune question, se contente d'acquiescer, prend Léo dans ses bras et disparaît derrière les portes des urgences. Claire resta seule, les genoux flageolants, le souffle haletant. Elle fixa les portes pendant un long moment, puis murmura la seule prière qui lui venait à l'esprit. « S'il vous plaît, sauvez mon fils. » La salle des urgences était baignée d'une lumière fluorescente crue. Toutes les surfaces brillaient d'un blanc stérile. Les infirmières se déplacèrent rapidement, parlant à voix basse mais ferme comme des soldats dans une guerre silencieuse. Lorsque Claire fit irruption dans la pièce, Léo inerte dans ses bras, le monde sembla s'arrêter pendant une demi-seconde. Puis tout se mit en mouvement. Un brancard apparut de nulle part, des bras se tendirent vers Léo, et Claire le sentit glisser de son étreinte comme un souffle dans le froid. Ses doigts se crispèrent dans le vide tandis que les infirmières l'emmenaient dans le couloir. Une femme en blouse blanche conduisit Claire vers une chaise avec douceur mais fermeté, d'une voix calme prononçant des mots rassurants, mais Claire ne les entendait pas. Ses oreilles étaient bouchées, sa poitrine était oppressée. Quelque part, quelqu'un appelait le docteur Raymond Bennett. Dans la salle de traumatologie NDIC-3, le garçon était entouré d'un tourbillon de précision. Un moniteur cardiaque était branché, de l'oxygène lui était administré, des perfusions étaient connectées. Sa tension artérielle était basse, son pouls faible, sa respiration superficielle. Le personnel médical parlait d'une voix sèche, échangeant des chiffres et des acronymes, mais un homme restait immobile au pied du lit, observant. Le docteur Raymond Bennett était connu dans tout l'hôpital général de Los Angeles pour son autorité tranquille. Il avait vu d'innombrables cas, des blessures par balles aux malformations cardiaques congénitales, mais il sentait un étrange calme l'envahir alors qu'il regardait l'enfant inconscient. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, au-delà des vomissements, de la fièvre et de la pâleur. Ce n'était pas seulement un virus intestinal. Son instinct s'éveilla. Il ordonna une échographie abdominale complète, puis un scanner. Alors que les images apparaissaient à l'écran, le silence s'épaissit. La forme était indubitable. À l'intérieur de l'estomac du garçon, profondément enfoncé dans la paroi, se trouvait un objet étranger, anormal, lisse et long. Il semblait s'agir d'un tube en plastique de la longueur d'un crayon enveloppé dans quelque chose de translucide. Raymond fixa l'écran, le front plissé. Il ne s'agissait pas d'une ingestion accidentelle. Il avait déjà vu des enfants avaler des pièces de monnaie, des perles, des petits jouets, mais ça, c'était différent. L'objet n'était pas logé dans la gorge, ni dans l'intestin supérieur. Il était là depuis un certain temps. La paroi stomacale autour était enflammée. Des poches de gaz suggéraient une infection en cours. Des poches de... Il se tourna vers l'infirmière à côté de lui et dit à voix basse « Nous devons préparer une endoscopie. » Tu m'as piété. En quelques minutes, Léo fut endormi et emmené dans la salle d'intervention. L'endoscope fut introduit avec précaution dans sa gorge, sa minuscule caméra éclairant l'obscurité. Lorsque le moniteur s'alluma, le silence revint dans la pièce. Il était là, un tube cylindrique d'environ 9 cm de long, enveloppé dans un plastique fin et détérioré. Un liquide jaunâtre s'écoulait à travers une déchirure dans le nylon.
se mélangeant à l'acide gastrique. La surface extérieure était érodée par endroits et des taches noires, probablement de la moisissure adhérait au bord. Le visage du docteur Raymond restait impassible, mais sa voix était ferme. « Arrêtez! On ne peut pas le retirer par endoscopie. Il est trop enfoncé, il y a un risque de rupture. » Il retira l'endoscope avec précaution. « Préparez-vous pour une opération d'urgence. » dit-on. Séance à l'extérieur. Claire était assise dans le couloir, tremblante, inconsciente de la tourmente qui régnait derrière les doubles portes. Une infirmière s'approcha d'elle et lui posa doucement la main sur le bras. « Il y a un corps étranger dans son estomac, dit-elle à voix basse. Il faut l'opérer. » Claire cligna des yeux. « Un quoi ? Nous ne savons pas encore ce que c'est, mais c'est grave. » L'infirmière hésita avant d'ajouter « Ce n'est pas quelque chose qu'un enfant aurait pu avaler accidentellement. » Claire retint son souffle. Son esprit s'emballa. Qu'est-ce que son fils pouvait bien avoir dans le corps? Pourquoi n'avait-il rien dit? Où l'avait-il fait? Une image vague, à moitié oubliée, lui revint à l'esprit. Léo, à l'âge de 6 ans, recroquevillé dans son lit un matin, se plaignant d'avoir mal au ventre. Andrew lui tendait un petit paquet brillant. « C'est juste un petit bonbon, ça l'aide à dormir. » Claire était à moitié endormie. Elle avait trop facilement fait confiance. Elle n'avait pas prêté attention au regard de Léo. Elle pressa ses mains contre sa bouche, l'horreur se répandant lentement dans sa poitrine. De retour dans la salle d'opération, Léo était allongé sous les lumières chirurgicales. Les machines émettaient des bips réguliers. Le docteur Raymond se tenait à côté de la table, les yeux rivés sur les moniteurs une dernière fois. Il avait vu des traumatismes, des abus et de la négligence. Mais la souffrance silencieuse d'un enfant, cachée, inexprimée, enfouie sous des semaines de douleur, était tout autre chose. Il ne pouvait pas laisser cela être la fin de l'histoire de ce garçon, pas ce soir. La salle d'opération était un champ de bataille silencieux. Tout, du bourdonnement régulier des lumières au-dessus de nos têtes au cliquetis métallique des instruments chirurgicaux, était imprégné d'une intensité stérile. Léo gisait immobile sur la table, sa poitrine se soulevant doucement à chaque respiration du ventilateur. Son petit corps, trop immobile, trop pâle, était entouré d'adultes imposants, masqués et vêtus de blouses qui portaient le poids de sa survie. Le docteur Raymond se tenait à la tête de la table, le regard fixe sous sa visière chirurgicale. Il examina une dernière fois les images, confirmant la position de l'objet étranger. L'inflammation s'était aggravée, la paroi de l'estomac était anormalement gonflée, rouge et tendue sous la pression interne. « Scalpel », dit-il. La première incision fut pratiquée avec la précision acquise au fil des années passées à évoluer entre la vie et la mort. Couche après couche, la peau céda la place à la cavité abdominale enflammée. Presque immédiatement, une odeur nauséabonde d'infection envahit la pièce. Raymond marqua une pause, les mains immobiles, puis continua. Aspiration, lentement. L'infirmière obéit, drainant l'accumulation de liquide pâle. Sous celui-ci, partiellement caché par des tissus et des plis, l'objet apparut, un tube en plastique, légèrement déformé par la chaleur et l'acide gastrique, coincé contre la paroi de l'estomac. Un emballage en nylon s'y accrochait en lambeaux, sa surface recouverte de résidus digestifs. Une tache sombre suintait d'une petite déchirure, son contenu commençant à s'écouler. Tout le monde dans la pièce se tut. Le docteur Raymond ne dit pas un mot. Il fit simplement signe de le contenir. L'objet devait être retiré en un seul morceau. Toute rupture risquait de libérer des substances inconnues directement dans la cavité abdominale, ce qui aurait pu entraîner une septicémie ou un choc toxique. Doucement, méthodiquement, il sépara les tissus. Puis, à l'aide d'une pince, il commença à extraire le tube. Celui-ci glissa avec résistance, réticent à quitter l'endroit où il s'était niché pendant des semaines. Quand il émergea enfin, il atterrit sur le plateau chirurgical avec un bruit sourd qui résonna dans la pièce, comme le point final d'une phrase cauchemardesque. De près, c'était pire. Le plastique avait noirci sur un côté, le nylon était presque désintégré. À l'intérieur, on pouvait distinguer de vagues contours, des capsules ou des comprimés. Il n'y avait plus aucun doute. Ce n'était pas un jouet, ce n'était pas un accident, c'était délibéré. Le docteur Raymond fixa l'objet pendant un moment, puis ordonna calmement au reste de l'équipe de finir de débrider les tissus infectés et de commencer à suturer. L'opération allait se poursuivre, mais l'atmosphère avait changé. Il n'y avait plus aucun doute, cet enfant avait été utilisé. Dehors, dans la salle d'attente, Claire était assise, la tête baissée,
les doigts crispés sur le chapelet qui pendait à son cou. L'air était lourd, oppressant. Ses pensées avaient depuis longtemps cessé d'avoir un sens. Au lieu de cela, elle était hantée par des flashs, les cris de Léo, le vomi, le sang, sa petite voix refusant d'aller à l'hôpital, et maintenant un objet d'étranger. Une expression si propre, si clinique, mais chargée d'un poids inimaginable. Elle essayait d'imaginer ce que cela pouvait être. Un capuchon de stylo, un morceau de jouet. Mais non, l'infirmière avait dit que ce n'était pas quelque chose qu'un enfant pouvait avaler tout seul. C'était cette phrase qui résonnait dans ses oreilles. Tout seul. Puis son esprit avait fait un bond, sans qu'elle le veuille, vers un souvenir qu'elle ne voulait pas revisiter. Andrew. Cette nuit-là, dans la cuisine, l'emballage en plastique. La façon dont il avait rapidement caché quelque chose dans un tiroir lorsqu'elle était entrée. Elle se souvenait lui avoir demandé ce que c'était et lui avoir répondu que c'était un compte-gouttes nasal, puis avoir ri lorsqu'elle avait haussé un sourcil. « Tu réfléchis toujours trop », avait-il dit. Elle n'y avait plus repensé jusqu'à présent. Claire eut le souffle coupé, son corps se refroidit. Était-ce possible? Cela avait-il commencé à ce moment-là? Son estomac se noua, alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. La peur grandissante de Léo, les dessins, son repli sur lui-même, la façon dont il se tenait le ventre mais refusait de parler, sa terreur des hôpitaux. Elle se sentit mal. Une porte s'ouvrit. Le docteur Raymond apparut, retirant ses gants. Son visage était calme, mais son expression trahissait une certaine gravité, une lourdeur due au fait d'avoir été témoin de trop d'événements qui n'auraient jamais dû se produire. Claire se leva avant qu'il ne parle, les lèvres tremblantes. « Il est en vie. Il a survécu à l'opération, » dit Raymond d'une voix calme. « Il est stable, mais très faible. Nous avons retiré l'objet. Il était enfoncé profondément. Il y a une infection, nous la traitons de manière agressive. » Claire faillit s'effondrer. Le soulagement se mêlait à la peur. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-elle. Raymond hésita. Il la regarda dans les yeux, la ramenant à la réalité. C'était un tube en plastique d'environ 9 cm de long, enveloppé dans du nylon. Il contenait ce qui semblait être des pilules, peut-être des narcotiques. Nous l'envoyons pour analyse. Le visage de Claire s'est figé. Raymond a poursuivi, plus doucement cette fois. Ce n'est pas quelque chose qu'un enfant aurait pu avaler accidentellement. Cela a été placé à l'intérieur de son corps intentionnellement. Un son aigu s'est échappé de la gorge de Claire. Elle a pressé ses mains contre son visage. Son esprit criait le nom qu'elle ne voulait pas prononcer. Andrew. Au fond d'elle-même, elle avait toujours su que son passé était assombri par des zones d'ombre, mais celle-ci avait désormais pris forme et avait failli engloutir son enfant. Raymond s'écarta pour lui laisser de la place et Claire s'effondra sur une chaise, tremblante. Elle murmura une phrase que seule une mère pouvait comprendre. « J'aurais dû m'en douter. » Le soleil s'était levé, mais il n'apportait aucune chaleur. La pâle lumière du matin filtrait à travers les stores de l'hôpital, projetant de fines rayures sur le visage de Claire, assise immobile dans le fauteuil réservé aux visiteurs devant la chambre de Léo. La nuit avait été longue et douloureuse, chaque bip des machines derrière la vitre lui rappelant que son enfant était en vie, mais toujours entre la vie et elle. Quelque chose d'inimaginable. Elle avait à peine bougé, ses mains tremblaient de fatigue, ses cheveux étaient en bataille, mais ses yeux restaient fixés sur la petite silhouette sous les draps d'hôpital. Le visage de Léo était tourné vers le mur, un enchevêtrement de tubes et de fils le reliant à la vie. Un léger coup sur la porte vitrée l'attira de sa transe. Une femme entra, la quarantaine, vêtue d'un blazer soigné, l'air calme mais alerte. Derrière elle, un homme plus grand, les manches retroussées, un badge accroché à la ceinture, la suivait. Il se déplaçait avec la précision de personnes habituées aux situations d'urgence. « Claire James ?» demanda la femme d'une voix douce. Claire se leva, hésitante. « Je suis l'inspectrice Elena Ruiz. Voici l'inspecteur Diego Herrera. Nous travaillons pour l'unité spéciale des victimes de la police de Los Angeles. Nous comprenons que vous traversez une période extrêmement difficile, mais nous devons vous poser quelques questions préliminaires. Est-ce que cela vous convient ?» Claire hésita, la bouche sèche. Puis elle acquiesça. Ils la guidèrent vers une petite salle de consultation au bout du couloir, calme et dépouillée, avec une carafe d'eau sur la table. Herrera sortit un petit enregistreur et le posa délicatement sur la surface, comme une vérité fragile attendant d'être révélée. « Nous essayons de comprendre comment un objet étranger a pu se retrouver dans l'estomac de votre fils, » dit Elena doucement. « Les médecins soupçonnent qu'il s'agit d'un acte intentionnel et récent.
Connaissez-vous quelqu'un qui aurait été seul avec Léo ces dernières semaines? Quelqu'un qui aurait pu avoir accès à lui? Claire cligna des yeux, la question s'imprégnant lentement dans son esprit embrumé. « Non, murmura-t-elle, il n'y a que moi. Je ne l'ai laissé seul avec personne depuis longtemps. » Herrera se pencha en avant, la voix basse mais ferme. « Claire, parfois les souvenirs reviennent par bribes, même les petits détails peuvent être importants. Vous avez mentionné à la réception que vous viviez avec quelqu'un, Andrew Mason. » Le nom lui transperça le cœur. « Oui, dit-elle d'une voix brisée. Il a vécu avec nous pendant un certain temps. Nous avons rompu il y a 6 mois. »« Pourquoi ?» demanda Helena d'un ton neutre. Claire baissa les yeux. « Il se droguait, dit-elle finalement. Au début, je ne savais pas, mais les signes étaient là. Les longues nuits, les yeux nerveux, l'argent qui manquait. Je lui ai dit de partir pour le bien de Léo. » Herrera acquiesça. Il ne prit pas de notes, se contentant d'écouter. « Savez-vous s'il a déjà donné quelque chose à Léo? Des pilules, de la nourriture, des bonbons ou... » La pièce sembla basculer. « Il y avait quelque chose, » dit Claire lentement. À plusieurs reprises, il a donné à Léo ce qu'il appelait des bonbons pour dormir. Je pensais que c'était inoffensif. Sa voix se brisa. Je n'ai pas posé de questions, j'aurais dû. Il était pas en haut, tout. Helena jeta un coup d'œil à Herrera, leurs yeux échangeant un silence confirmateur. Puis elle fouilla dans son dossier et en sortit une photo imprimée à partir d'une vidéo de surveillance. Granuleuse et monochrome, elle montrait un homme grand portant un enfant dans ses bras dans une ruelle à 2h18 du matin, 5 mois plus tôt. Claire la fixa, son cœur se figea. « C'est lui, murmura-t-elle. C'est Andrew et c'est Léo. »« Vous en êtes sûr ?» demanda Herrera. « Oui, cette nuit-là, j'ai travaillé tard. Je me souviens que Léo dormait déjà quand je suis rentré. Du moins, je le croyais. » Herrera plaça une deuxième image à côté de la première. Même ruelle, angle différent. Cette fois, Andrew se tenait près d'un mur, tenant un petit objet dans sa main, la posture voûtée, furtive, le visage à demi détourné. Claire plissa les yeux, puis recula. « Ce qu'il tient, ça ressemble au tube qu'ils ont trouvé dans Léo, n'est-ce pas ?» Aucun des deux détectives ne répondit. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Claire se pencha en arrière, se couvrant le visage de ses 2 mains. Son corps tremblait sous le poids de la vérité qui l'assaillait. La peur des médecins de Léo, les maux d'estomac, les dessins sombres, toutes ces choses qu'elle n'avait pas vues ou qu'elle n'avait pas voulu voir. « Je l'ai laissé seul avec cet homme, » murmura-t-elle. « J'ai laissé mon fils avec un monstre. » Helena lui parla doucement. « Vous ne saviez pas, c'est pour cela que nous sommes ici, pour découvrir exactement ce qui s'est passé et faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. » Claire acquiesça lentement, les yeux toujours brillants. « Vous avez dit « objet étranger », murmura-t-elle, « mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un mettrait-il quelque chose dans un enfant ?» Herrera serra les mâchoires, sa voix était grave. « Parfois, les gens utilisent les autres pour transporter des choses qu'ils ne veulent pas qu'on trouve, surtout quand ils pensent que personne ne le remarquera. » Claire le fixa, comprenant soudain avec une terrible clarté. Léo n'avait pas seulement été blessé, il avait été utilisé. En fin d'après-midi, les couloirs de l'hôpital étaient devenus plus calmes. Les machines ronronnaient en arrière-plan. Les infirmières se déplaçaient doucement d'entre les chambres et le poids de la journée pesait lourdement sur les épaules de Claire alors qu'elle retournait vers la salle d'attente. La rencontre avec les détectives l'avait bouleversée, rouvrant des souvenirs douloureux, non seulement pour ce qui s'était passé, mais aussi pour ce qu'elle n'avait pas vu. Elle s'arrêta devant la chambre de Léo avant de sortir pour reprendre son souffle. Il dormait toujours, le visage reposant paisiblement contre l'oreiller. Pour la première fois depuis des jours, sa respiration semblait moins laborieuse, ses mains détendues le long du corps. L'enfant qui avait souffert en silence pendant si longtemps était enfin entendu. Claire se retourna et se dirigea vers l'escalier. Elle n'avait pas envie de prendre l'ascenseur. Le silence de la marche lui semblait nécessaire, comme une pénitence. Dehors, le soleil se couchait, projetant des reflets dorés sur le bord du trottoir. Elle traversa la rue pour se rendre à l'immeuble voisin, son ancien domicile. Même si elle avait déménagé depuis des mois, cet endroit lui était encore douloureusement familier. Le béton fissuré, la rouille sur les rampes d'escalier, l'odeur de moquette usée dans les couloirs. Elle sonna à la porte. Martha ouvrit presque immédiatement, vêtue de son cardigan en tricot habituel, les yeux écarquillés lorsqu'elle vit Claire. « Oh, ma chérie, dit-elle, j'ai vu l'ambulance.
C'est ton fils » Claire acquiesça, la gorge serrée. « Il est stable, mais ça a été grave, vraiment grave. » Le visage de Martha s'adoucit et elle ouvrit la porte en grand. « Entre, assieds-toi, je vais mettre l'eau à chauffer. » À l'intérieur, l'appartement était exactement le même. Rideaux en dentelle, figurines de chats en porcelaine, photos encadrées d'un mari disparu depuis longtemps. Claire s'assit sur le canapé fleuri usé et attendit que Martha apporte 2 tasses de thé, les mains tremblant légèrement lorsqu'elle les posa sur la table. « J'ai besoin de vous demander quelque chose, » dit Claire à voix basse. « À propos d'Andrew ?» Martha s'assit lentement, croisant les mains sur ses genoux. « Je m'attendais à ce que vous en veniez là, » répondit-elle. Il y avait toujours quelque chose qui clochait chez lui. Claire se pencha vers elle. « Vous m'avez dit une fois que vous voyiez des choses la nuit. » Martha acquiesça. « Oui, plusieurs fois. Vers 2 ou 3 heures du matin, j'entendais la porte du balcon s'ouvrir. Une nuit, ma curiosité a été piquée et j'ai jeté un coup d'œil. J'ai vu Andrew, elle, qui tenait Léo dans ses bras. Le petit garçon dormait, ou peut-être faisait-il semblant, mais Andrew ne l'avait pas emmené prendre l'air. Il observait la rue, il attendait. Claire eut un haut le cœur. « Il attendait quoi ?»« Je ne sais pas, » répondit Martha d'une voix douce. « Mais j'en ai parlé à mon mari à l'époque, et quand il est décédé, je n'ai pas pensé que c'était à moi de m'en mêler. » Claire se couvrit le visage. La culpabilité s'installa dans sa poitrine comme du béton. Toutes ces nuits où elle pensait que Léo s'adaptait simplement à la rupture, les larmes, les cauchemars, la peur soudaine du noir n'étaient pas insignifiantes. Elles étaient tout. « Je dois y retourner, » murmura-t-elle. « À ton appartement ?» demanda Martha. Claire acquiesça. Elle monta seule à l'étage, la clé toujours attachée à son vieux porte-clés. La porte grinça lorsqu'elle entra. Tout était comme elle l'avait laissé. Des cartons empilés dans un coin, une chaise renversée, un calendrier défraîchi encore ouvert sur un mois, révolu depuis longtemps. La poussière flottait dans l'air comme un brouillard, mais l'espace était désormais envahi par un silence différent, celui qui renferme des secrets. Elle entra dans l'ancienne chambre de Léo. Les rideaux étaient toujours tirés, laissant entrer une faible lumière ambrée. Sa petite bibliothèque était légèrement inclinée vers la gauche. Les livres qu'il avait emportés dans leur nouvel appartement manquaient. Mais les dessins étaient toujours là, collés au mur, glissés sous les bords du miroir. La plupart étaient lumineux, colorés, innocents, sauf un. Claire le retira de sous le lit, légèrement froissé dans un coin. Il était dessiné au crayon, d'un trait tremblant et enfantin, mais on reconnaissait sans peine ce qu'il représentait. Une grande silhouette se profilant dans une porte, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Devant lui, un petit enfant était recroquevillé, se tenant le ventre, des larmes coulant en lignes bleues. À côté d'eux se trouvait un objet sombre, noir et cylindrique, dessiné plus grand que nature. Claire retint son souffle. Ce n'était pas de l'imagination, c'était un souvenir. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait le papier. Léo avait essayé de parler de la seule manière qu'il pouvait et elle ne l'avait pas écouté. Un sanglot monta dans sa poitrine et elle s'assit sur le bord du lit, repliant délicatement le dessin dans la poche de son manteau. Pas cette fois. Elle n'allait plus ignorer les signes, ni la douleur, ni la peur, ni la vérité enfouie dans les traits de crayon et le silence d'un enfant. Son fils avait vécu quelque chose d'indicible et il avait survécu seul. Mais plus maintenant. La pièce était sombre, baignée par la douce lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les stores. Une légère brise agitait les rideaux, apportant avec elle le parfum lointain de l'eucalyptus du jardin de l'hôpital. Les machines clignotaient et bipaient régulièrement à côté du lit de Léo, chaque son étant une promesse silencieuse qu'il était toujours là, qu'il se battait toujours. Claire n'avait pas bougé depuis des heures. Elle était assise à ses côtés, les doigts légèrement enroulés autour de sa petite main, lui murmurant des mots rassurants, comme si sa voix seule pouvait le retenir dans le monde des vivants. La pièce était devenue un sanctuaire de silence, le temps suspendu dans le rythme tranquille de l'espoir. Puis ses doigts bougèrent. Ce n'était qu'un petit mouvement, à peine perceptible. Mais Claire le sentit instantanément. Elle se redressa, les yeux écarquillés, se penchant vers lui. Une autre respiration, plus profonde. Ses paupières papillonnèrent, ses cils tremblants comme des ailes contre sa peau pâle. Un son doux s'échappa de ses lèvres, pas de mots, juste un souffle essayant de devenir une voix. Léo, la voix de Claire était à peine audible. « Mon chéri, c'est maman. » Il remua à nouveau et cette fois ses yeux s'ouvrirent, elles, flous mais vivants. Il cligna des yeux en regardant le plafond, puis tourna lentement la tête. Son regard croisa celui de Claire. Elle eut le souffle coupé et des larmes lui montèrent aux yeux.
Elle tendit doucement la main et lui caressa la joue. « Tu es en sécurité, mon bébé. Tu es en sécurité maintenant. » Léo essaya de parler. Sa voix n'était qu'un souffle. « Ah, maman, je suis là, » dit-elle rapidement en repoussant ses cheveux humides. « N'essaie pas de trop parler, repose-toi. » Mais ses yeux, remplis de quelque chose de plus profond que la douleur, quelque chose d'ancien et de hanté, cherchèrent les siens, et après une longue pause, il murmura « Je ne voulais pas le manger. » Claire se figea. « Quoi, mon chéri ?»« Oncle Andrew, dit-il. Il a dit que c'était des bonbons, mais ce n'était pas des bonbons. C'était dur, ça faisait mal. » Claire retint son souffle, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle essaya de rester calme, la voix tremblante. « Il t'a forcé à avaler quelque chose ?» Le visage de Léo se déforma, le souvenir refaisant surface comme une ecchymose. Il a fermé la porte, il l'a verrouillée. Il s'est mis en colère quand je ne l'ai pas fait vite. J'avais peur. Claire pouvait à peine respirer. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait plus fort les doigts de son fils. « Tout va bien maintenant, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Tu n'as plus besoin d'avoir peur. » À l'extérieur de la chambre, une infirmière alerta discrètement l'équipe de détectives de garde. En quelques minutes, Herrera et Elena arrivèrent, se déplaçant rapidement mais avec douceur. Le docteur Raymond les suivait de près, adressant un signe de tête rassurant à Claire avant de s'écarter pour laisser la police faire son travail. Herrera s'agenouilla à côté du lit de Léo, la voix calme et posée. « Léo, dit-il doucement, je m'appelle Diego. Je suis ici pour t'aider à te protéger. Je peux te poser quelques questions? Seulement si tu te sens assez fort. » Léo regarda Claire, indécis. Elle acquiesça et lui serra la main. « Tu peux leur dire, mon chéri, tu es très courageux. » Léo acquiesça faiblement. « Tu te souviens de ce qu'Andrew t'a donné ?» demanda Herrera. « Un tube, » répondit Léo. « Il a dit que c'était un jouet. Il a dit que c'était un jeu. Mais ça m'a fait mal. Je lui ai dit, mais il a crié. » Herrera serra les mâchoires. Il prit des notes minutieuses, chaque mot pesant lourdement. « Il l'a fait plus d'une fois ?» demanda Elena derrière lui. Léo acquiesça. Claire sentit le monde basculer autour d'elle. Une partie d'elle s'accrochait encore à l'espoir qu'il s'agissait peut-être d'un acte horrible isolé, d'un moment de folie, mais ça, c'était systématique, délibéré. « A-t-il dit pourquoi il voulait que tu l'avalies ?» continua Herrera. Léo hésita. « Il a dit que quelqu'un viendrait le chercher plus tard. Je ne comprenais pas. Je voulais juste que ça se termine. » Le silence envahit la pièce. Elena s'avança. « Tu te souviens de quelqu'un d'autre? Un autre nom? Quelqu'un dont Andrew parlait ?» Léo fronça les sourcils. « Oh, Marc !» Il a dit que Marc serait content. Claire se figea. Herrera acquiesça d'un air sombre. C'était ça. Le prochain maillon. Ils quittèrent la pièce peu après, promettant à Léo qu'il s'occuperait de tout. Claire resta en arrière, toujours en tenant la main de son fils, l'esprit en proie à une tempête de rage et de culpabilité. Son enfant avait été utilisé comme un récipient, un passeur de poison, et elle ne s'en était pas rendue compte. Elle n'avait pas empêché cela. Mais maintenant elle le ferait. Plus de silence, plus de seconde chance. Alors que les détectives marchaient dans le couloir, Elena prit la parole la première. « Nous avons un nom. Herrera acquiesça. Mark Owens. Sortons tous les dossiers que nous avons sur lui. » Le détective Diego Herrera était assis à son bureau bien après minuit. Le bureau était silencieux, à l'exception du bourdonnement des vieux néons et du bruissement occasionnel du papier. Devant lui se trouvait un dossier récemment constitué et d'une minceur inquiétante. Mark Owens. Ce nom était sorti de la bouche d'un garçon à peine capable de parler, mais il avait le poids d'un crime grave. Il tapota lentement son stylo sur la table, les yeux fixés sur les maigres informations. 38 ans, plusieurs arrestations, une condamnation pour possession de stupéfiants avec intention de les distribuer. Pas de peine de prison. Libéré après 6 mois dans le comté en raison d'une erreur de procédure. Depuis, introuvable. Pas d'adresse fixe, pas d'employeur connu, juste des rumeurs. Mais il y avait un indice. Le Devil's Corner Bar, situé à la périphérie de South Los Angeles. Selon la rumeur, ce bar servait depuis longtemps de couverture.
clientèle peu recommandable, forte fréquentation, paiement en espèces uniquement, personnel en rotation constante. Le genre d'endroit où il y avait toujours une excuse pour expliquer pourquoi les caméras de sécurité ne fonctionnaient jamais. Herrera s'y était rendu une fois en civil il y a des années. À l'époque, ce n'était qu'un point sur son radar. Aujourd'hui, c'était un signal d'alarme. Il ferma le dossier, décrocha le téléphone et appela Elena Ruiz. « Il nous faut un mandat, dit-il. Ce bar est notre prochaine destination. » Au matin, une équipe spéciale avait été constituée. Des agents en uniforme, des agents des stupéfiants et 2 détectives en civil se tenant au centre. Le plan était rapide et décisif. Pas de place pour les avertissements, pas de place pour la destruction des preuves. À 15h42 précise, l'équipe est entrée en action. L'avant du Devil's Corner ressemblait à n'importe quel autre bar miteux. Fenêtres sombres, peinture écaillée, musique qui résonnait derrière la porte. Mais lorsque les agents ont franchi l'entrée, l'illusion s'est brisée. Les clients se sont précipités, quelqu'un a couru vers la sortie arrière et a été plaqué au sol en quelques secondes. Les barman se sont figés dans leurs mouvements. Un homme a laissé tomber une boîte et s'est précipité vers la réserve. Elena l'a suivi, arme au poing, d'une voix ferme. « Police, restez où vous êtes !» À l'intérieur, l'air était différent. Le débarras était humide et encombré de caisses qui semblaient étrangement propres par rapport au reste de l'établissement. Herrera poussa la porte et remarqua immédiatement une légère odeur chimique, synthétique et âcre. Il fit signe d'apporter des sacs pour les preuves. Un faux panneau dans le sol fut découvert et en dessous, des récipients en plastique scellés. À l'intérieur, plusieurs tubes en plastique, étrangement identiques à celui retiré de l'estomac de Léo. Certains étaient encore emballés dans du nylon, d'autres étaient en vrac, certains semblaient à moitié fondus à cause de leur exposition à des produits chimiques. À côté, des sachets de pilules sans étiquette, emballés dans du papier aluminium, empilés soigneusement comme s'ils attendaient d'être expédiés. Elena resta bouche bée. « Ce n'est pas seulement une cachette, dit Herrera. C'est un centre d'emballage. » Un jeune agent lui tendit une tablette. « Test préliminaire sur le terrain, dit l'officier. Forte concentration de fentanyl et de méthadone. » Herrera expira lentement. Ce cocktail, identique à celui trouvé dans les résidus dans le corps de Léo, confirmait le lien. Et maintenant, l'affaire était passée d'une affaire de mise en danger d'enfants à un démantèlement d'un réseau de trafic de drogue. Dans le bureau du fond, ils trouvèrent des bordereaux d'expédition, des notes manuscrites avec des heures et des surnoms, et surtout, une photo froissée. Andrew Mason debout près de thé, les mêmes caisses de stockage, tenant un tube dans une main, l'air détendu, inconscient d'être photographié. La photo datait de 2 mois. C'était la dernière pièce du puzzle. Herrera se tourna vers Elena. « Mark n'est pas un simple dealer de rue. Il gère la distribution et il s'est servi d'Andrew. Il s'est servi de Léo, comme cobaye. » La voix d'Elena était tendue, pleine de dégoût. Il faisait des expériences pour voir si des enfants pouvaient en servir de coursier jetable, impossible à tracer. Herrera serra les mâchoires. « Il nous faut Mark, tout de suite. » Il n'eut pas à attendre longtemps. Dans la soirée, un appel arriva. Mark Owens avait été aperçu entrant dans un motel bon marché juste à la sortie de Glendale. Les agents se déplacèrent rapidement et encerclèrent le périmètre, sans sirène ni avertissement. Chambre 207. À l'intérieur, Mark était assis sur le lit, en train de faire un sac de voyage, l'air calme, comme s'il attendait quelque chose, mais pas si tôt. Lorsque Herrera entra, arme à la main mais baissée, Mark leva simplement les mains, un sourire narquois sur les lèvres. « Inspecteur, dit-il, vous avez été très occupé ?» Herrera ne répondit pas. Il s'avança, sortit la photo de l'instrument chirurgical de Léo et la laissa tomber aux pieds de Mark. « Vous reconnaissez ça ?» Mark baissa les yeux. « Non. » Elena s'avança derrière lui et posa une autre photo à côté de la première, celle d'Andrew dans l'entrepôt. L'expression de Mark se durcit pour la première fois. Herrera parla lentement, d'une voix basse. « Nous savons ce que vous faites, et nous savons que vous avez utilisé un enfant pour cela. Il a survécu, et maintenant, il parle. » Mark ne répondit pas. Il détourna simplement le regard, la mâchoire légèrement crispée. Herrera l'observa. Calme, expérimenté, le genre d'homme qui ne touche jamais la marchandise, qui utilise toujours les autres, mais maintenant son mur se fissurait. « Inculpez-le, dit Herrera. Trafic d'êtres humains, mise en danger d'un mineur, et si cet enfant ne s'en sort pas, tentative de meurtre. » Alors que Mark était menotté et escorté hors de la pièce,
Herrera jeta un dernier regard à la chambre de motel vide. Décor bon marché, moquette défraîchie, murs qui avaient trop vu. Et au milieu de tout cela, un homme qui avait bâti un empire sur le silence et la souffrance. Mais maintenant, le silence était brisé. Un enfant avait parlé, et la chaîne se défaisait. La salle de consultation de l'hôpital était calme, presque trop calme. Les murs, peints dans des tons doux et naturels, ne parvenaient pas à réchauffer le froid qui habitait la poitrine de Claire. Elle était assise sur le petit canapé près de la fenêtre, les mains crispées, les jointures blanchies par la pression. Dehors, les gens allaient et venaient avec détermination, infirmières, médecins, aides-soignants, mais à l'intérieur d'elle, le temps s'était arrêté. Elle avait demandé cette réunion après des jours de confessions fragmentaires, de demi-vérités et de conjectures. Claire savait qu'il était temps de dire toute la vérité. Plus de détours, plus de minimisation du passé. Un bloc-notes reposait sur la table basse devant elle. À côté, un enregistreur numérique clignotait discrètement, attendant. Les inspecteurs Herrera et Elena étaient assis en face d'elle, non pas comme des adversaires, mais comme des témoins. Ils savaient, peut-être mieux que quiconque, ce qu'il en coûtait de dire cette vérité à haute voix. Claire prit une profonde inspiration et resta silencieuse pendant un long moment. Son regard se posa sur le contour flou d'un dessin d'enfant collé à côté de la fenêtre. Un soleil jaune vif et 2 bonhommes allumettes se tenant la main. Elle sentit quelque chose se nouer en elle. Puis elle commença. « J'ai rencontré Andrew dans le bar où je travaillais il y a environ 4 ans, dit-elle d'une voix basse et assurée. Il était charmant, sûr de lui, semblait aimer les enfants. À l'époque, je me sentais seule. Léo avait 6 ans. Je n'avais ni aide ni soutien. Alors je l'ai laissé entrer dans ma vie. » Herrera hocha la tête une fois, l'encourageant gentiment sans l'interrompre. Au début, tout allait bien. Il jouait avec Léo, mais il aidait à faire les courses. Puis les petits problèmes ont commencé. De l'argent disparaissait. Il disparaissait pendant des nuits entières, puis revenait agité. Une fois, j'ai trouvé une poudre blanche sur le comptoir de la salle de bain. Il a dit que c'était juste un somnifère. Les lèvres de Claire se sont pincées. Puis sont arrivées les pilules. La première fois que je l'ai vue en donner une à Léo, elle était enveloppée dans du papier d'aluminium. Il m'a dit que c'était un bonbon pour dormir. Léo avait peur de la prendre, mais Andrew a insisté. Je l'ai cru quand il m'a dit que c'était inoffensif. C'était ce peu pas et sa voix se brisa, mais elle continua. Léo est devenu plus calme, il avait peur du noir. Puis il a commencé à cacher ses dessins. J'en ai trouvé un qui représentait un homme en train de crier et un enfant recroquevillé de douleur. Je lui ai demandé ce que cela signifiait, mais il m'a simplement répondu qu'il avait fait un cauchemar. Je n'ai pas insisté. J'aurais dû. Elena parla doucement. « Avez-vous jamais soupçonné des abus ?» Le silence de Claire répondit avant qu'elle n'ait pu prononcer un mot. « Je soupçonnais quelque chose, mais je me disais que j'imaginais que j'étais fatigué, paranoïaque, que Andrew avait des défauts, mais n'était pas cruel. J'ai laissé ce mensonge s'installer dans notre maison. » Elle déglutit péniblement, des larmes coulant sur son visage. Après l'avoir mise à la porte, les choses se sont améliorées pendant un certain temps. Léo était toujours renfermé, mais je pensais que c'était juste les séquelles d'une rupture. Je n'aurais jamais imaginé, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pouvait faire ce qu'il a fait. Herrera se pencha en avant, la voix calme. « Claire, ce que vous nous dites est important. Vous nous aidez à établir une chronologie. Votre témoignage est essentiel pour le tenir responsable, non seulement de ce qu'il a fait à Léo, mais aussi de son rôle dans quelque chose de beaucoup plus grave. » Claire acquiesça, les yeux fermés. « Je ferai tout ce qu'il faut pour mon fils, pour les autres enfants, s'il y en a. » Elle se rassit, épuisée mais étrangement plus légère, comme si le fait de parler avait libéré son cœur d'un poids énorme. Elena éteignit l'enregistreur. Son expression s'adoucit, prenant une expression presque maternelle. « Merci, Claire, nous allons tout transcrire. Vous serez appelée à témoigner officiellement, mais ceci était la première étape la plus importante. » Après leur départ, Claire resta assise, le regard fixé sur le soleil couchant. Dans le silence qui suivit, sa culpabilité ne disparut pas, mais elle se transforma. Elle devint de la détermination. Pendant ce temps, dans la salle de réveil, Léo était assis dans son lit, les jambes encore faibles, mais les doigts bougeant lentement sur un bloc à dessin. Il ne dessinait plus de monstres, ni de pièces sombres, ni de tubes. Aujourd'hui, il dessinait un arbre, grand, feuillu, avec une balançoire qui s'élevait vers le ciel.
Pedro Morales, l'un des infirmiers, l'observait depuis l'embrasure de la porte, un petit carton de lait à la main et un sourire bienveillant aux lèvres. « Tu aimes les arbres ?» demanda-t-il. Léo acquiesça. « Ils sont calmes et ils ne m'entendent pas. » Pedro entra et posa le lait sur le plateau. « Bon choix, j'aime aussi les choses calmes. » Léo leva les yeux. « Maman pleure moins maintenant. » Pedro s'assit sur le bord du lit, en prenant soin de ne pas déranger les tubes. « Elle reprend des forces. Tu l'as aidée. » Léo ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un murmure, il dit « Je ne voulais pas le dire parce que je pensais qu'Andrew reviendrait peut-être. »« Il ne reviendra pas, » dit Pedro fermement. « Plus jamais. » Léo baissa les yeux vers son dessin, puis les releva. « Les arbres peuvent-ils protéger les gens ?» Pedro sourit. « Parfois, mais la plupart du temps, ce sont les gens qui deviennent des arbres lorsqu'ils se dressent comme dés pour protéger les autres. » Léo sembla réfléchir longuement à cela. Puis il ajouta un deuxième balancière à l'arbre, le plaçant soigneusement à côté du premier. Les jours passaient à un rythme régulier. Dans la luminosité stérile de l'hôpital, la guérison prenait forme, non seulement grâce aux pointes de suture et au sérum physiologique, mais aussi grâce à des mots lents et hésitants. Léo avait recommencé à parler, pas encore par phrases complètes, mais par bribes, comme un puzzle que l'on assemble petit à petit, souvenir après souvenir. Claire était assise à ses côtés, un cahier à la main. Le thérapeute l'avait encouragé à le laisser mener à la conversation, à ne jamais trop insister, à écouter entre les lignes. C'est ce qu'elle fit. Elle posait des questions douces. Elle attendait plus longtemps que d'habitude pour obtenir des réponses. Et quand Léo finissait par parler, ses mots portaient le poids d'une vérité enfouie. « La première fois, c'était un test », murmura Léo un matin, sans lever les yeux de son dessin. Claire se figea. Son crayon resta suspendu au-dessus de la page. « Un test ?» Léo acquiesça. « Il a dit qu'il y avait du sucre dedans. Il m'a forcé à l'avaler. Puis, il a attendu. » Le cœur de Claire se serra. Elle garda une voix douce. « Ça t'a fait mal ?» Tim, Il acquiesça à nouveau. Pas autant que la deuxième fois. Celle-là était pire. Il a dit que je devais le garder jusqu'à mardi. Ensuite, quelqu'un viendrait. Claire ravala son cri. À la place, elle écrivit « Mardi, quelqu'un viendrait ». Chaque mot était un pas vers la justice. Les inspecteurs Herrera et Elena sont venus plus tard dans l'après-midi. Ils ont apporté des documents, des déclarations sous serment, des témoignages, des registres de preuves, tous rédigés dans un langage qui transformait la douleur en procédure. Claire s'est assise avec eux dans une pièce calme. L'enregistreur a clignoté à nouveau, cette fois de manière plus solennelle. « Moi, Claire James, a-t-elle commencé d'une voix plus ferme qu'elle ne le ressentait, je consens à témoigner dans le cadre de la procédure pénale contre Andrew Mason et, si nécessaire, Mark Owens. » Herrera acquiesça gravement. Vous comprenez que cela signifie comparaître devant le tribunal, être interrogé, revivre les détails. Tessato bien. Claire le regarda. Puis la photo de Léo collée dans son cahier, celle prise lorsqu'il avait 5 ans, souriant avec une dent de devant manquante, les bras autour d'un lion en peluche. « Je comprends, » dit-elle. « Je ne les laisserai pas le réduire au silence. Pas encore. » De l'autre côté de la ville, dans le bureau du procureur, des documents juridiques étaient rédigés et des dossiers examinés. L'assistante du procureur Cheryl Montrose, réputée pour sa précision implacable, menait les opérations. Assise en face de Herrera, elle feuilletait des photos de l'instrument chirurgical, de la scène du crime à Devil's Corner et du registre des pièces à conviction où figurait le nom de Léo. « Ce n'est pas seulement du trafic, dit-elle. C'est de l'exploitation d'un mineur avec intention criminelle. Nous allons demander la peine maximale. »« Marc ?» demanda Herrera. « Complot et possession avec intention de distribuer, mise en danger d'un mineur. Et si les rapports médicaux sont confirmés, tentative d'homicide. » « Et Andrew ?» demanda-t-elle en plissant les yeux. « 20 ans minimum, il aura de la chance s'il obtient une libération conditionnelle dans 30 ans. » Elena se pencha en avant. « Claire est prête à témoigner, et Léo, il se souvient de plus en plus chaque jour. »« Alors, on passe à l'action, » dit Montrose. « Grand jury la semaine prochaine. Le procès suivra. » De retour à l'hôpital, Claire examinait le nouveau dessin de Léo. Cette fois, ce n'étaient pas des arbres, c'étaient 3 personnages debout sous un soleil. L'un portait une blouse blanche, le Dr Raymond, supposa-t-elle. Un autre tenait un badge, et le troisième était une femme aux longs cheveux et aux yeux fatigués. « C'est moi ?» demanda Claire, un doux sourire se dessinant sur ses lèvres. Léo acquiesça. « Tu tiens la lampe.
Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « La lumière ?» Léo pencha la tête. « Oui, quand il faisait noir, tu la tenais toujours. » Claire embrassa son front. « Et c'est parce que tu ne l'as jamais lâchée. » Peu plus tard dans la soirée, le docteur Raymond passa avec de nouvelles informations. « Son taux de globules blancs se stabilise, dit-il. Ses fonctions hépatiques s'améliorent. Il pourra bientôt rentrer chez lui. » Claire expira sans s'en rendre compte. « Il fait encore des cauchemars, avoua-t-elle, mais il se bat. » Raymond acquiesça. Parfois, survivre est une forme de courage en soi. À l'extérieur de l'hôpital, le monde continuait de tourner avec son indifférence habituelle. Les voitures circulaient, les gens parlaient, le temps passait. Mais dans la chambre 214, quelque chose de fragile et de résistant prenait racine. La vérité. Et de cette vérité, la justice allait naître. La salle d'audience était un espace de silence et de jugement, où la lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres, capturant des particules de poussière qui dansaient comme des fantômes au-dessus des meubles en chêne. Le sceau de l'État de Californie se dressait derrière le banc du juge, et en dessous, une femme en robe noire ajusta ses lunettes et appela la cour à l'ordre. R était assise au deuxième rang de la tribune, les paumes moites, le souffle court. Ses yeux restèrent fixés sur le banc des témoins vides, sachant qu'il ne le serait bientôt plus. À sa droite, l'assistante du procureur Cheryl Montrose triait ses papiers avec une précision tranquille, le visage impassible. De l'autre côté de la salle, l'équipe de défense se pressait autour d'Andrew Mason, qui était assis dans un costume gris foncé, l'air beaucoup trop propre, beaucoup trop normal. Claire ne l'avait pas revu depuis le jour où elle avait appelé le 911. Le voilà maintenant, toujours calme, le visage impassible. Mais elle pouvait le voir, même si la salle ne le voyait pas. Le contrôle, le calcul, le masque qu'il portait depuis des années étaient de retour. Le premier jour du procès commença par les formalités. Lecture des chefs d'accusation, sélection du jury, instruction du juge. Mais même ces premiers instants étaient chargés d'une tension sous-jacente. Des mots tels que crime, mise en danger, distribution de substances contrôlées, intention de nuire à un mineur, résonnaient dans la salle comme des coups secs dans le silence. Claire retint son souffle lorsque Montrose se leva. « Nous avons l'intention de prouver, dit-elle d'une voix claire et sonore, que l'accusé Andrew Mason a sciemment et délibérément utilisé un mineur, Leo James, comme passeur involontaire de stupéfiants, le mettant en danger de mort dans le but d'en tirer un profit personnel et de se livrer à un trafic organisé. Nous démontrerons qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais d'une action coordonnée liée à un réseau criminel plus vaste. » Les jurés se redressèrent, les yeux plissés. L'avocat de la défense, un homme du nom de Quentin Moss, se leva à son tour. Il était élégant, avec une voix qui roulait comme de l'eau douce sur des pierres anguleuses. « Mon client, commença-t-il, est victime d'une supposition. Il n'est qu'à aucune preuve directe qu'il ait forcé cet enfant à faire quoi que ce soit, aucun témoin oculaire d'OBI, aucune vidéo. Ce que nous avons ici, c'est une tentative désespérée d'imputer un événement médical tragique à quelqu'un de commode. » Claire sentit sa mâchoire se crisper. Montrose ne broncha pas. Elle appela son premier témoin, le docteur Raymond Bennett. Il s'avança vers la barre avec une assurance tranquille, posa la main sur la Bible et jura de dire la vérité. Son témoignage était clinique mais percutant. « Nous avons retiré un tube en plastique de l'estomac de l'enfant, » déclara-t-il. À l'intérieur se trouvaient plusieurs comprimés correspondant à des stupéfiants illicites. L'objet était en place depuis au moins 72 heures, causant des lésions tissulaires importantes et une infection. Montrose demanda « Cela aurait-il pu se produire accidentellement ?»« Non, » répondit Raymond fermement. « Et il a été placé là intentionnellement. Compte tenu de l'âge de l'enfant et de la position du tube, il est physiquement impossible qu'il ait pu faire cela lui-même. » Il a décrit l'opération, l'infection, la longue convalescence. Il a décrit la peur de Léo, sa crainte au moindre contact, son refus de parler. Il a décrit, sans dramatiser, la gravité des lésions. Moss a contre-interrogé le médecin avec un calme assuré. « Docteur, est-il possible que l'enfant ait ingéré l'objet alors qu'il n'était pas surveillé ?»« Non. »« Est-il possible que l'objet fasse partie d'un jouet ou d'un objet que l'enfant aurait pris pour un bonbon ?»« Non. » L'objet était scellé de manière professionnelle, spécialement conçu pour être dissimulé. Claire observait les jurés prendre des notes. Certains se tortillaient sur leur siège, mal à l'aise. Montrose a ensuite présenté le témoignage audio. « Leo James n'est pas prêt,
physiquement ou émotionnellement, à témoigner devant le tribunal, a-t-elle déclaré. Cependant, avec l'autorisation du tribunal et de son tuteur légal, nous allons diffuser un enregistrement vérifié de sa déclaration, accompagné de dessins à l'appui réalisés sous serment. Le juge a donné son accord. Un haut-parleur fut apporté. Claire serra les poings. Puis la voix de Léo, petite, fragile, courageuse, emplit la salle d'audience. « Il m'a donné le tube, dit-il. Il a dit que c'était un jeu, qu'il y avait des bonbons dedans. Il m'a dit de ne rien dire. Il s'est fâché quand j'ai pleuré. » Chaque mot était un fil qui démêlait le mensonge. Il a dit que Mark viendrait le chercher plus tard. Il a verrouillé la porte. J'avais peur. Montrose montra l'un des dessins. Un bonhomme en pleurs, un autre qui le dominait, un long tube noir entre eux. Il n'y avait plus un œil sec dans la salle. La défense protesta. Les enfants ont de l'imagination. Il n'y a aucun moyen de confirmer que ces dessins représentent des faits réels. Mais il était trop tard. La vérité avait été entendue et elle ne pouvait plus être ignorée. Claire baissa la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle ressentait le poids de chaque instant où elle n'avait pas posé la bonne question, chaque fois qu'elle avait détourné le regard. Mais maintenant, dans cette pièce, la voix de Léo était plus forte que jamais. Claire se leva de son siège dans la tribune, les jambes tremblantes comme de jeunes pousses dans la brise printanière. Elle serra ses notes, le papier tremblant entre ses mains. La salle d'audience se tut tandis qu'elle s'avançait, tous les regards braqués sur elle. L'avocat de la défense, Quinton Moss, l'observait avec un intérêt poli. Andrew Mason était assis, impassible, à la barre des témoins. Claire posa une main sur la Bible et regarda le jury. Pour la première fois, sa voix commença par un murmure, hésitant et rauque. « Je sais que c'est difficile à entendre, dit-elle, mais c'est la vérité. » Elle déglutit, croisa le regard d'Andrew et poursuivit. « Il aimait Léo, dit-elle, mais ce n'était qu'un masque. Derrière, il y avait la peur, le contrôle. » Montrose la guida à travers la chronologie des événements. Happy Bow et comment Andrew avait emménagé, comment il avait introduit les bonbons pour dormir, comment les disparitions nocturnes avaient commencé. Claire décrivit les dessins de Léo, les murmures dans la nuit, les cauchemars, chaque élément s'assemblant pour former un tableau de tromperie et de cruauté. Moss se leva pour le contre-interrogatoire. Il parlait doucement, d'une voix veloutée. « Mademoiselle James, est-il possible que vous ayez mal interprété les intentions d'Andrew, qu'il essayait de calmer l'anxiété de Léo ?» Claire serra les mâchoires. Elle marqua une pause, puis acquiesça une fois. « Il disait que c'était un médicament, » répondit-elle, « mais ça faisait mal. Léo me l'a dit lui-même. Il pensait qu'Andrew reviendrait. » Moss insista, tentant de semer le doute. « Mais vous n'avez jamais trouvé de pilule chez vous, à part celle dont vous avez parlé ?»« Non, » répondit Claire fermement, « parce qu'Andrew cachait tout. Je ne l'ai pas vu les donner à Léo, mais Léo l'a vu. » Elle jeta un coup d'œil vers son fils, assis à bonne distance de la barre. Léo était pâle et petit, mais son regard était fixe. Montrose présenta d'autres preuves, les registres d'expédition, les résultats de laboratoire confirmant que les pilules trouvées sur Léo correspondaient aux échantillons provenant de Devil's Corner. Les documents présentés au tribunal étaient volumineux, mais le témoignage de Claire donna vie à ces faits arides. Puis vint le moment décisif. Montrose présenta la dernière pièce à charge, un rapport d'analyse graphologique. Cette enveloppe a été trouvée à l'intérieur du tube en plastique, annonça-t-elle en faisant glisser une enveloppe scellée sur la table. On peut lire jour. Mardi, armoire grise, rez-de-chaussée. L'écriture correspond à celle de la note trouvée dans l'ancien appartement d'Andrew. Le jury se pencha, silencieux. Montrose brandit un sac en plastique transparent contenant la lettre tachée. Cela indique une heure prévue, une remise. Des instructions données par Andrew. Claire eut la gorge sèche. Elle observa la réaction d'Andrew. Pour la première fois, une lueur, non, une fissure, apparut sur son visage. Il pâlit et baissa les yeux. Moss tenta de bloquer ce moment, mais il était trop tard. Les jurés l'avaient vu. Montrose se tourna vers eux. « Mesdames et messieurs les jurés, nous avons établi l'intention. Nous avons démontré qu'il y avait préméditation, tromperie, manipulation et utilisation du corps d'un enfant pour transporter des objets interdits. » Elle marqua une pause. Ce n'était pas un accident. C'était un crime visant à dissimuler des preuves et à exploiter un mineur. Andrew Mason est coupable de tous les chefs d'accusation. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux en descendant de l'estrade. Son corps tremblait, mais son cœur était libéré. Elle avait accompli sa mission.
dire la vérité dans un lieu où justice devait être rendue. À l'extérieur de la salle d'audience, elle rejoignit Léo, qui lui glissa un petit dessin dans la main, 3 cœurs au-dessus d'un soleil flamboyant. Elle le serra fort dans ses bras. « Tout va bien, » murmura-t-elle. « Tu as parlé. Tu es très courageux. » Léo leva les yeux brillants. « Je n'ai plus peur. » La salle d'audience était silencieuse lorsque le juge prit enfin la parole. L'écho des coups de marteau semblait résonner plus longtemps que d'habitude, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Claire était assise à côté de Léo, petite et délicate dans sa nouvelle veste, ses doigts entrelacés avec les siens. Chaque battement de cœur semblait plus fort que le silence qui le précédait. Pour les chefs d'accusation de mise en danger d'un enfant, de trafic de stupéfiants et de tentative d'homicide par intentionnel d'un objet étranger sur un mineur. Commença le juge d'une voix ferme et mesurée. Le jury déclare l'accusé, Andrew Mason, coupable de tous les chefs d'accusation. Les mots restèrent suspendus dans la pièce comme des pierres. Claire les sentit s'installer au plus profond de sa poitrine. Le désespoir de ce qui avait été perdu, le soulagement de voir la vérité dévoilée, et une fatigue si profonde qu'elle la submergea sur le moment. Léo lui serra la main, les yeux écarquillés mais fixes. Andrew Mason baissa la tête, sans larmes, sans excuses, juste une acceptation vide. Le juge poursuivit. « Le verdict sera rendu demain matin. L'accusé est placé en détention provisoire. » Le silence s'installa à nouveau. C'était un silence qui avait le goût de la faim et d'une tristesse implacable. À l'extérieur de la salle d'audience, les journalistes attendaient en groupe derrière le ruban jaune. Les flashs crépitèrent lorsque Montrose sortit avec Claire et Léo, escortés par le détective Herrera. Il posa doucement sa main sur l'épaule de Claire. Elle leva les yeux vers lui, les yeux remplis de larmes et de gratitude. « Merci » murmura-t-elle. Herrera hocha la tête. « Il purgera une longue peine, et maintenant votre histoire a le pouvoir d'aider d'autres personnes. » Une caméra a immortalisé cet instant. Un détective, une mère et un enfant liés par un traumatisme, mais avançant ensemble vers l'avenir. Le lendemain matin, un soleil radieux et un sentiment d'urgence renouvelé régnaient. Claire et Léo retournèrent au tribunal pour le prononcer de la sentence. À l'intérieur, la salle d'audience était vide, à l'exception de quelques journalistes. Léo tenait la main de sa mère, les yeux fixés sur le juge qui prononçait le verdict. Pour ses crimes et pour le mal infligé à un enfant, intentionnel ou non, la Cour condamne Andrew Mason à une peine de 20 ans à perpétuité dans une prison d'État, sans possibilité de libération conditionnelle avant la 15e année. La justice avait enfin rendu son verdict. De retour à l'extérieur, Claire serra Léo contre elle. Il pressa un badge plastifié contre la poche de son manteau, une récompense pour son courage. Derrière eux, les journalistes murmuraient, mais Claire ne prêtait attention qu'à lui. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration régulière. « Comment te sens-tu » lui demanda-t-elle doucement. Léo leva les yeux avec une fierté tranquille. « Workshaw, courageux. » Plus tard dans la journée, ils retrouvèrent Herrera dans un parc voisin. Il remit à Léo un petit carnet, officiellement remis par la police, gravé « Léo James », un signe honorifique pour bravoure. « Utilise-le pour dessiner tes histoires, » dit Herrera. « Tu es plus fort que la plupart des gens ne le pensent. » Léo sourit en serrant le carnet contre sa poitrine. Claire resta en retrait, laissant le soleil de l'après-midi réchauffer son visage. Pour la première fois depuis des mois, les semaines suivantes furent un tourbillon d'interviews et de cérémonies. Une association locale de défense des enfants invita Claire à prendre la parole. Ils enregistrèrent son récit de l'histoire de son fils, non pas pour la revivre, mais pour mettre en lumière les enfants qui ne pouvaient pas s'exprimer. La vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux et a reçu des messages de parents qui s'y reconnaissaient. Une vague de témoignages a donné naissance à un mouvement. Claire se souvenait des nuits où elle pensait qu'il ne se réveillerait jamais, qu'il n'obtiendrait jamais justice. Mais maintenant, elle se tenait devant une communauté qui l'écoutait, l'entendait. Elle et Léo se rendirent à l'hôpital un après-midi. Le docteur Raymond et l'infirmière Lucie les accueillirent dans le service de pédiatrie. Raymond leur tendit une blouse blanche en peluche avec le prénom Léo brodé au-dessus du cœur. « Ceci est pour vous rappeler, dit-il, que parfois, la guérison commence par l'espoir. » Léo rayonnait et serrait la blouse contre lui. Claire les regardait, le cœur gonflé de joie. Ils avaient traversé les ténèbres, mais de l'autre côté, il y avait la lumière. Au crépuscule, elle s'assit sur un banc dans le jardin de l'hôpital.
Léo endormit sur ses genoux. Son journal était ouvert à côté d'elle, les pages remplies de mots qu'elle n'aurait jamais pensé écrire. J'étais brisée, mais maintenant je parle. J'avais peur, mais maintenant je me tiens debout. J'étais silencieuse, mais maintenant je fais entendre la voix de mon fils. À côté d'elle, le monde continuait de tourner, la vie suivait son cours, chaque respiration était un pas en avant. Le cauchemar était terminé, mais le voyage ne faisait que commencer. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis que les portes du tribunal s'étaient refermées derrière eux. Les blessures laissées par le traumatisme étaient toujours présentes, mais de nouvelles blessures, celles de l'espoir et de la résilience, avaient commencé à cicatriser. Claire et Léo s'étaient installés dans une modeste maison de banlieue, un havre de paix après la tempête. La lumière du petit matin filtrait à travers les rideaux bleu pâle, projetant des motifs doux sur le parquet. Les routines quotidiennes, préparer le déjeuner de Léo, l'accompagner à l'école, étaient devenus des rituels de renouveau. Léo marchait d'un pas assuré et avait retrouvé sa voix bavarde et pleine de curiosité. À l'école, il ne dessinait plus de tubes sombres ou de silhouettes fantomatiques. Son cahier de croquis débordait désormais de chevaliers, d'arbres et de soleils éclatants. L'un de ses dessins le représentait même en blouse blanche, tenant un stéthoscope comme le docteur Raymond. Il l'a dit à son professeur. Mais les matins de Claire étaient également différents. Elle travaillait à temps partiel pour une association d'aide juridique à but non lucratif où elle conseillait des parents impliqués dans des batailles pour la garde de leurs enfants ou soupçonnés de maltraitance. Elle s'asseyait en face d'eux, leur tenait la main et leur disait « Vous n'êtes pas seuls », car elle-même s'était sentie complètement seule autrefois. Au centre communautaire, elle animait des ateliers sur la reconnaissance des traumatismes chez les enfants, utilisant sa propre histoire à la fois comme mise en garde et comme source d'inspiration. Les cafés et les salles de classe étaient remplis de hochements de tête et de larmes chaque fois qu'elle prenait la parole. Un groupe de soutien local l'a nommée présidente d'honneur, Claire's Circle, réunissant des survivants qui avaient autrefois cru qu'ils n'avaient pas voix au chapitre. Les nuits étaient plus calmes. Parfois, les dîners en famille semblaient ordinaires, un bol de pâtes, une musique douce en fond sonore. D'autres fois, Léo se réveillait, les cils assombris par des cauchemars. Claire se glissait dans le couloir et murmurait dans la faible lueur de la lumière. « Tu es en sécurité, je suis là. » T'es home. Et ils ont développé un rituel sacré, du lait chaud, un spray à la lavande sur les oreillers et une histoire préférée lue à voix haute lentement. Le sommeil venait plus facilement. Un après-midi, 2 mois après la rentrée, Claire fut invitée à une conférence sur la protection de l'enfance dans la capitale de l'État. Elle hésita, parler en public lui coupait encore le souffle. Mais elle prit une grande inspiration et accepta. Dans une grande salle remplie de législateurs, de travailleurs sociaux et d'experts juridiques, elle raconta le parcours de Léo et son propre travail, les signes avant-coureurs, l'importance de croire, le pouvoir de la parole. Elle a conclu par une question. Si le murmure d'un enfant peut briser l'injustice, que ferons-nous lorsque nous l'entendrons enfin ? La salle a éclaté en applaudissements longs, sincères et encourageants. Après la conférence, un sénateur de l'État a contacté Eliou, proposant un programme pilote pour former les enseignants à la prise en charge des traumatismes, avec Claire comme co-développeur. Ce soir-là, à la maison, Léo a bondi dans la cuisine, un ruban à la main. « Maman, j'ai reçu un prix en cours d'arts plastiques pour mon arbre et mes docteurs !» s'est-il exclamé, les yeux brillants. Elle l'a serré fort dans ses bras, reconnaissante. « C'est merveilleux, mon chéri. » Il a accroché le ruban bleu autour de son cou. « Je veux que tu le gardes pour être ma maman courageuse. » Claire a senti quelque chose se dénouer en elle, une libération d'une culpabilité qu'elle avait presque toujours portée. L'été arriva tranquillement, mais avec assurance. Claire et Léo plantèrent des tournesols dans leur petit patio, une promesse qu'ils s'étaient faite lorsque Léo s'était réveillé et avait déclaré « Comme le soleil, nous continuons à grandir. » En août, les fleurs s'épanouirent hautes et fermes, leurs faces toujours tournées vers l'espoir. Claire glissait souvent un cahier et un stylo dans son sac pour noter ses idées, ses réflexions, ses poèmes. Un après-midi, elle trouva les mots. Ce qu'elle écrivait devenait le brouillon d'un mémoire, provisoirement intitulé « Light After Dark », la lumière après l'obscurité. Elle partagea son idée avec un ami de l'association, qui la transmit à un éditeur. Bientôt, des pages qu'elle n'aurait jamais imaginé voir publiées étaient lues par des inconnus qui lui envoyaient des commentaires encourageants de tout le pays. Léo, maintenant âgé de 7 ans, avait commencé à poser des questions douces mais surprenantes.
Maman, pourquoi Andrew a-t-il fait ça? Maman, que se passe-t-il quand quelqu'un a fait du mal à quelqu'un d'autre? Claire lui répondait avec soin pendant leur promenade ou en lui lisant des histoires avant de se coucher, lui expliquant que certaines personnes font des choix terribles, mais que l'amour, le courage et la vérité l'emportent toujours sur ces choix. Un dimanche matin, la bibliothèque municipale organisait un cercle de lecture pour les enfants. Léo est monté sur une petite estrade, tenant un livre qu'il avait choisi lui-même, qui racontait l'histoire d'une petite tortue qui surmontait sa peur. Il a regardé sa mère et a lu lentement mais clairement, sous les applaudissements discrets de la bibliothécaire. Claire avait la gorge serrée de fierté. Il avait trouvé sa voie. Plus tard, ils rentrèrent chez eux en serpentant dans les rues bordées d'eucalyptus, où les oiseaux chantaient dans la brise. À la porte arrière, Léo se retourna et serra Claire dans ses bras. « J'aime notre maison », murmura-t-il. « Elle est pleine d'arbres et d'espoir. » Claire ferma les yeux. Il avait plus raison qu'il ne le pensait. À la tombée de la nuit, alors que le ciel se teintait de lavande et d'or, Claire s'assit sur la balancelle avec Léo sur ses genoux. Elle lui caressa doucement le dos en regardant les lucioles clignoter. Les souvenirs des hôpitaux, des tribunaux et des nuits sombres planaient comme des ombres. Mais ce soir-là, ils n'étaient plus que des échos. Ce soir-là, il y avait la paix. « Maman » demanda Léo doucement. Elle fredonna. Il continua. « Quand je dessine, j'espère que quelqu'un verra une lumière. » Claire embrassa le sommet de sa tête. « Ils la verront, mon chéri. Ils la voient déjà. » Elle regarda leur petit monde, les grands tournesols, la balancelle usée, le carnet de croquis éparpillé sur le sol, où vivait la créativité. Leur histoire avait commencé dans la souffrance, mais elle avançait désormais dans la lumière, la guérison et la promesse d'un nouveau départ. Et cela suffisait. Parfois, les voix les plus faibles portent les vérités les plus fortes. L'histoire de Léo nous rappelle que derrière chaque enfant silencieux se cache peut-être une vérité qui attend d'être entendue et crue. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, car la sensibilisation sauve des vies. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies, racontées avec honnêteté, cœur et espoir, abonnez-vous à cette chaîne. De nouveaux épisodes chaque semaine. Des histoires vraies, du courage vrai. À bientôt pour le prochain épisode.